Didier Musso, je suis médecin biologiste et je suis directeur d'un laboratoire d'analyse et d'une unité de recherche à Tahiti, en Polynésie française, et je vais vous parler de l'épidémie de Zika qui s'est passée en Polynésie. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays, la Polynésie, c'est ça, c'est un archipel avec en gros une centaine d'îles qui sont habitées. En bleu foncé dessous, vous voyez la carte de l'Europe, donc en fait c'est une centaine d'îles habitées, uniquement 270 000 habitants, répartis sur un territoire aussi grand que l'Europe, ce qui pose de gros problèmes de logistique et qu'il faut prendre en charge les patients. La Polynésie, c'est une zone d'endémie de dengue principalement, avec des épidémies qui se succèdent. En gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec à la différence des autres endémies de dengue, en Polynésie, on a en principe un sérotype de dengue qui remplace un autre sérotype et ainsi de suite. À la différence, par exemple, de l'Asie, où il y a les 4 sérotypes qui circulent en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 ? On a une épidémie de personnes qui se présentaient au laboratoire, qui se présentaient dans les dispensaires, qui avaient quelque chose qui ressemblait à la dengue. Ça ressemble énormément à la dengue. Mais à la différence de la dengue, où on a un début assez franc des signes cliniques, les patients venaient avec de la fièvre, mais très peu de fièvre, une fièvre minime, un rash cutané, des arthralgies minimes, une conjonctivite qui est quand même assez rare à la dengue, et surtout une absence de début franc des signes cliniques, à la différence de la dengue ou du chikungunya. La veille, les patients sont bien, le lendemain, avec la dengue, ils ont 42 fièvres, ils ont mal partout, avec le chikungunya, du jour au lendemain, ils peuvent marcher. Avec le Zika, il n'y a franchement pas grand-chose. Et tous ces patients étaient testés négatifs en PCR dengue. Donc en fait, on les a testés pour les arbovirus qui étaient à risque d'introduction en Polynésie, c'est-à-dire principalement le chikungunya qui à l'époque circulait déjà en Calédonie, le West Nile, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre la Polynésie et les États-Unis, et on a le vecteur du West Nile en Polynésie, donc on s'attendait à le recevoir. Tout ça c'était négatif. En faisant des tests de biologie moléculaire avec des protocoles et des amorces qui amplifient des amorces comme on dit pan-flavivirus, qui amplifient en même temps plusieurs flavivirus. On a commencé à amplifier quelque chose. Et en séquençage, on a découvert que c'était du Zika. Donc là, on était bien embêtés parce que quand on m'a dit c'est du Zika, ben, franchement, je connaissais le nom et c'est tout. Donc du jour au lendemain, on avait à faire face à une épidémie, donc on ne savait pas trop ce que c'était. Donc en gros, donc je vais vous parler du Zika, parce qu'en fait, on est parti de là. Ça, c'est la publication initiale sur la description du Zika, c'était publié en 1952. Pour ceux qui sont curieux pour la science, je leur recommande de lire ce papier, parce que je ne sais pas comment ils ont fait 60 ans auparavant à décrire le virus et à très bien le décrire. C'est des études qui ont été faites en Afrique, où ils étudiaient la fièvre jaune. En fait, ils mettaient des singes dans la canopée, dans la forêt. Ils attendaient que les singes se fassent piquer par les moustiques pour qu'ils attrapent la fièvre jaune et pour étudier donc la fièvre jaune. Et avec ce protocole, ils se sont rendus compte qu'il y a 60 ans, il y a des singes qui étaient malades, mais bon, c'était pas vraiment de la fièvre jaune. Et ils ont décrit 8 virus à l'époque, et leur description s'était avérée correcte, puisque ces 8 virus ont été confirmés au fil du temps par des techniques de biologie moléculaire. À cette époque-là, ils avaient réussi à isoler le virus, à mettre en place une sérologie, même à calculer la taille du virus. C'est une belle publication. Donc en fait, voilà, le virus a été découvert en 1947 à Ouganda, chez les singes macaques rhésus, et l'année d'après chez les moustiques. La première infection humaine, c'est au Nigeria, en 1954. Après, il y a des quantités d'études de séroprévalence qui ont été faites principalement en Afrique, il y en a eu en Asie aussi, qui ont détecté des anticorps anti-Zika chez l'homme, aussi chez l'animal. Très difficile à interpréter ces sérologies parce qu'il y a beaucoup de réactions croisées entre le Zika et les virus qui sont proches, en particulier le virus de la dengue. Même avec les sérologies modernes, on a du mal à différencier. Ceci dit, grosso modo, on a décrit une séroprévalence dans plusieurs pays d'Afrique. Les études qu'il y a eu par la suite ont aussi isolé le virus par biologie moléculaire au niveau des moustiques.
Donc en pratique, grosso modo, ça a démontré à l'époque que sur les études de séroprévalence, le Zika est endémique en Afrique et en Asie. Ça a été confirmé par la suite. Par contre, le taux de séropositivité est difficilement interprétable. Entre 1947 et 2007, il y a eu uniquement 14 infections humaines confirmées, ce qui est très très peu. Le nombre de cas est probablement surestimé parce qu'en fait il n'y a pas de structure de laboratoire pour identifier ce virus en Afrique ou en Asie, et cliniquement ça ressemble à des quantités d'autres infections, les arboviroses, ça peut ressembler à du palu, à la grippe, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Globalement c'est surestimé. Maintenant je pense qu'on peut quand même exclure une épidémie de grande envergure qui aurait eu lieu plus tôt, parce que ça serait quand même rendu compte. Alors si c'est passé, la première émergence du virus, c'est en 2007, dans une île totalement perdue au fin fond de la Micronésie. Première épidémie avec environ 5000 cas sur 7500 habitants. La même chose que chez nous. C'est une zone endémique de dengue. Ils avaient des cas de quelque chose qui ressemblait à de la dengue, qui était, quand on faisait les tests, c'était négatif. Ils ont mis du temps parce que là-bas, il n'y a pas de structure pour faire de la biologie moléculaire. Donc les premières analyses qu'ils ont faites, c'est par sérologie. Et comme il y a une réaction croisée avec la dengue, au début, ils pensaient quand même que c'était une épidémie de dengue. Parce que quand ils faisaient des sérologies IgM dengue, ça sortait positif. L'identification a été faite de façon rétrospective par le CDC, mais un an après, donc c'était quand même pas simple. À l'époque, ils ont décrit aucune complication, aucune hospitalisation et aucune forme sévère. Donc nous, quand on s'est arrivé en Polynésie, les seules données qu'on avait, c'était ça. C'était une épidémie qui a eu lieu 6 ans avant, avec aucune forme compliquée. En 2007 entre 2007 et 2013, rien. Uniquement un cas diagnostiqué aux Philippines sur une étude rétrospective. Je précise qu'en Micronésie, ils ne savent pas du tout comment le virus a pu être introduit dans ce pays. En Micronésie, ils ont pas mal d'échanges quand même commerciaux avec le sud-est asiatique, donc ils supposent que c'est arrivé par l'intermédiaire du sud-est asiatique, sans le prouver. Génétiquement, la souche était très proche des souches sud-est asiatiques. Par contre, quand c'est arrivé chez nous en Polynésie 6 ans après, nous, on n'a strictement aucune idée de l'endroit d'où ça a bien pu venir. Tout ce qu'on sait, que c'est pareil, c'est une souche de la ligne asiatique qui est très proche de la souche de Yap, mais on n'a aucun échange avec Yap, on n'a aucun échange avec le sud-est asiatique, donc par qui c'est venu, vraisemblablement un touriste qui a débarqué chez nous, qui était virémique asymptomatique. Donc, quand c'est arrivé chez nous, donc, ça n'avait jamais circulé. On a fait une étude de séroprévalence après l'épidémie, à partir de donneurs de sang qui avaient été collectés donc avant l'épidémie, et moins de 1% des donneurs de sang étaient positifs, ce qui tend à démontrer qu'il y a peut-être eu des introductions sporadiques, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a peu de circulation active du virus chez nous. La population de la Polynésie, c'est en gros 270 000 habitants. On estime qu'à peu près 30 000 ont fait une infection clinique, ayant consulté ou n'ayant pas consulté. C'est à peu près 11% de la population qui a consulté. Au début, les gens consultaient beaucoup. Après, ils consultaient pour être francs, pour avoir l'arrêt de travail, parce que c'est une pathologie bénigne. Et le seul traitement qu'on recommandait, c'était de prendre du doliprane. Comme le doliprane est contrôlé, mais ils n'avaient pas intérêt à aller consulter. Donc l'estimation du nombre de consultants était assez compliquée. On a fait une étude de séroprévalence après l'épidémie aussi, où on trouve une séroprévalence globale dans la population générale de plus de 50%. Donc on pense qu'au moins 50% des gens ont été infectés. Donc ce qui est important, c'est que donc uniquement des formes bénignes pendant l'épidémie. Le profil d'épidémie, il est à peu près classique, hein. C'est exactement le même profil que les épidémies de dengue qu'on a chez nous, ou qu'on a dans le Pacifique, ça dure à peu près 6 mois. Bon, la Polynésie, c'est un grand pays, donc on voit que ça, c'est les différents archipels de la Polynésie, donc le Zika est parti très très vite dans la totalité de la Polynésie, y compris les îles les plus éloignées, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces îles et Tahiti, l'île principale. Donc les signes cliniques sont bénins à la phase aiguë. Encore une fois, ça ne ressemble pas du tout à la dengue ou du chikungunya. Ça donne un rash maculo-papuleux qui est prélytique.
qui touche les palmes, la paume des mains et le plan des pieds. La fièvre est franchement minime, la plupart des temps il n'y a pas de fièvre. C'est les gens qui rapportent quand on les interroge une fièvre, mais franchement limitée, avec des arthralgies, des myalgies qui touchent les mains et les pieds, et avec un œdème des extrémités. C'est quelque chose qu'on voit dans le chikungunya aussi, mais avec un œdème qui est plus minime quand même que dans le chikungunya. Et une conjonctivite hyperémique bilatérale, qu'en principe on voit ni dans la dengue, ni dans le chikungunya. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de début franc des signes cliniques. C'est pour ça que quand on voit toutes les recommandations sur le Zika, de J1 à J5 il faut faire ça, de J5 à J7 il faut faire ça, le problème c'est que le J5, 7 ou 7, il est totalement subjectif. Moi j'ai vu plein de patients, ils déclarent, ils viennent voir parce qu'ils ont un rage cutané, c'est pour ça qu'ils consultent. Quand on les interroge, ils disent oui mais quelques jours avant j'ai fait à peu près la même chose. Donc même à un moment pendant l'épidémie, on s'est demandé si on ne pouvait pas faire plusieurs Zika de façon séquentielle. Parce que franchement, c'est assez typique. Hein. Bon, une conjonctivite et un rage, tout ce qu'il y a de plus banal, une infection virale. Si on fait des tests de labo, il n'y a rien de spécifique. Il peut y avoir une thrombopénie, il peut y avoir une leucopénie, mais qui sont minimes. Il n'y a rien du tout en faveur d'un Zika. C'est même l'inverse, si vous tombez sur de leucopénie sévère ou de thrombopénie sévère, ça va plutôt franchement à l'encontre du Zika, parce qu'on voit ça dans le dengue. On voit, il y a 1 ou 2 case reports sur le Zika, mais uniquement. Le diagnostic, il repose sur la biologie moléculaire. J'y reviens un peu plus tard. Ça, c'était les descriptions de la forme clinique classique. Ce qu'on a vu en Polynésie et qu'on a décrit pour la première fois, donc c'était la survenue de complications sévères, en particulier les syndromes de Guillain-Barré. Et comme en fait on ne connaissait rien, on a cherché tous les azimuts, donc on a testé beaucoup de gens dans beaucoup de liquides biologiques, et voilà, on a fait beaucoup de dépistages, ce qui a permis de décrire aussi et de publier la transmission materno-fétale, la transmission sexuelle et par voie transfusionnelle. Le gros problème qu'on a eu, c'était les syndromes de Guillain-Barré. C'est donc une complication neurologique auto-immune qui fait suite à des atteintes infectieuses, principalement les infections à Guillain-Barré. On a décrit un premier cas en novembre 2013, bon, c'était une forme anecdotique, hein, quelqu'un il fait un Guillain-Barré, bon, c'est une pathologie qu'on connaissait, qui a fait ça à peu près 15 jours après avoir déclaré les syndromes de Zika. Le problème, c'est que l'augmentation de l'incidence du Zika, elle a été augmentée d'à peu près 20 fois pendant la durée de l'épidémie. En moyenne, en Polynésie, on voit à peu près entre 2 et 5 cas par an maximum de Guillain-Barré. Là, en 6 mois, on en avait 42. Là, quand vous voyez cette courbe-là, le tableau en bas, ça c'est la courbe épidémique, et ça c'est la courbe du nombre de cas de Guillain-Barré, avec un décalage entre le pic de l'épidémie de Zika et le pic d'épidémie de Guillain-Barré, ce qui correspond à peu près à la durée de survenue d'un Guillain-Barré après un épisode infectieux. Ça a posé un très gros problème parce que on a un hôpital neuf qui n'a pas 42 places de réanimation pour hospitaliser tout le monde. Et à un moment, on s'est vraiment trouvé dans une impasse thérapeutique totale. Il y aurait eu 2 ou 3 cas de plus, ça aurait été extrêmement problématique. Sachant qu'en Polynésie, pour envoyer en évacuation sanitaire un patient qui est sur respirateur, en pratique, c'est pas possible. Donc ça, c'était vraiment totalement inattendu. C'est la première fois que c'était décrit. Alors les Guillain-Barré ont été écrits de façon anecdotique dans d'autres arboviroses, il y en a dans la dengue, il y en a du West Nile, mais avec une incidence qui est assez faible. Voilà, donc 15 patients qui ont dû être intubés, ventilés. On n'a mis en évidence aucun facteur de prédisposition à ces Guillain-Barré. Le lien entre le Guillain-Barré et les Zika, on a fini par démontrer un an après dans une publication qui a été faite dans le Lancet. À l'époque, beaucoup de gens avaient dit, et c'est d'ailleurs à la Polynésie, bon, c'est peut-être pas lié au Guillain-Barré, c'est peut-être
c'est peut-être lié au Zika, c'est peut-être lié à autre chose, on n'en sait trop rien. En fait, l'augmentation du nombre de cas de Guillain-Barré qu'on a eu chez nous, avec l'émergence du Zika au Brésil, on l'a retrouvé, et maintenant ça a été décrit dans 6 ou 7 pays, avec une augmentation d'incidence un peu inférieure à la nôtre, mais en tout cas on a fait la même constatation dans les autres pays. On a décrit les premiers cas de transmission materno-fétale. Alors il y a un truc au niveau santé publique, donc la Polynésie n'a pas été bonne, c'est sur le nombre de cas de microcéphalie. À l'époque, on a publié des cas de transmission materno-fétale, mais qui n'étaient pas compliqués. On a des tests où on détectait chez le nouveau-né le virus par biologie moléculaire. On a détecté le Zika aussi dans le lait maternel. À l'époque, les pédiatres avaient alerté la santé publique locale parce qu'ils ont commencé à avoir 1 cas, 2 cas, 3 cas de malformation néonatale. Il n'y a pas eu de suivi au niveau de la direction de la santé locale, ce qui fait qu'à l'époque, on n'a pas rapporté d'augmentation du nombre de cas de malformation du système nerveux central. A posteriori, on s'est rendu compte que quand même il y avait eu une augmentation. Le nombre de cas d'anomalie du système nerveux central chez nous, c'est à peu près 1 par an. À l'époque du Zika, il y en a eu 8. Donc en fait, il y a eu 8 microcéphalies et d'autres malformations. Mais à l'époque, c'est un peu passé à l'as, d'autant plus que juste à la fin de l'épidémie de Zika, il y a eu le début d'une épidémie de chikungunya. Donc c'était dur de gérer à la fois le début de l'épidémie de chikungunya, faire les études scientifiques sur le Zika. Donc sur le coup des microcéphalies, on a eu un peu de retard. On a aussi décrit le risque de transmission en voie sexuelle, puisqu'un jour on a reçu un patient qui était terrorisé parce qu'il avait une hémospermie, il voulait absolument être testé pour tous les germes qui existent, il voulait absolument être testé pour le Zika. Pour être franc, je n'y croyais pas, mais bon, comme je le connaissais, pour lui faire plaisir, je l'ai testé. En fait, il avait raison, parce qu'il avait bien du Zika dans le sperme. On l'a reconvoqué, parce que moi je croyais que c'était une contamination à partir d'une virémie, donc on l'a prélevé dans le sang périphérique, il était négatif, il était de nouveau positif dans le sperme. Malheureusement, après il a été perdu de vue, donc on ne sait pas combien de temps le sperme peut être contagieux, on n'a toujours pas de données là-dessus. Lui, voilà, c'était quelqu'un qui a fait un Zika, tel que les gens le représentaient. Il dit, il y a 15 jours, j'ai fait un épisode qui ressemble à du Zika. 10 semaines avant, il avait aussi fait un épisode qui ressemblait à du Zika, avec un peu de fièvre, un peu de boutons, un peu d'arthralgie. C'est pour ça que le début des signes cliniques dans cette pathologie est très aléatoire. Partant du principe que les arbovirus sont transmissibles par le sang, en particulier le virus OSR, qui était un énorme problème de santé publique aux États-Unis, on a mis en place le dépistage des donneurs de sang par biologie moléculaire. J'ai dû faire beaucoup de lobbying pour rendre le protocole au niveau des autorités locales qui n'y croyaient pas du tout. Ils m'ont dit, bon ok, teste 200-300 poches, si tu en trouves, ben, on continue, si tu n'en trouves pas, on arrête. Bon. On a testé 200-300 poches, et dedans il y avait une dizaine de positifs. C'était totalement inattendu, parce que les mêmes études qui ont été faites sur la dengue, par exemple, on trouve peut-être 0,1% des donneurs qui sont positifs, c'est-à-dire les donneurs de sang, ils sont prélevés après un interrogatoire en pause, c'est-à-dire on sait qu'ils sont totalement asymptomatiques. Et donc, pendant la durée de l'épidémie, il y a 2,8% des donneurs de sang qui en fait étaient positifs. Si on extrapole, ça veut dire qu'il y a en gros 3% de la population qui était virémique et totalement symptomatique. Quelques poches transfusionnelles ont été transfusées, donc avant de mettre en place le dépistage. On n'a pas détecté d'infection post-transfusionnelle. Actuellement, le Brésil a rapporté 2 cas d'infection post-transfusionnelle et il y a une publication dans le New England qui devrait être acceptée où il démontre de façon assez claire un cas de transmission post-transfusion de plaquettes chez 2 receveurs. Il y a des études qui sont en cours, on y participe en collaboration avec un labo de recherche américain. Ils font des études actuellement, des études de cohorte à Porto Rico, justement où ils suivent les donneurs de sang, parce qu'au Brésil, ils n'ont pas les moyens pour tester les donneurs de sang, et la plupart ne sont pas testés, donc il n'y aura pas ces données.
Et certains donneurs ont déclaré, donc, après avoir donné le sang, ont déclaré avoir fait une infection clinique plus de 10 jours après le don du sang. Ça veut dire qu'on peut au moins, pour ceux qui deviennent symptomatiques, on peut être viramique au moins 10 jours avant. Par la suite, nous on est ici, on a réussi à coller le Zika un peu partout. Toutes les îles, voilà, c'est des îles avec lesquelles il y a des avions directs au départ de la Polynésie. Donc il y a un avion direct pour l'île de Pâques, pour les Cook, pour la Calédonie. Alors il y a des choses surprenantes, c'est que, en même temps ça fait de la géographie, c'est des régions qu'on ne connaît pas trop ici. Il y a Hawaï qui est situé ici. Hawaï est une zone d'endémie de dengue avec des moustiques de type Aedes. On a un vol quotidien ou deux avec Hawaï. Il y a plein de Polynésiens qui vont passer leurs vacances à Hawaï. Il y en a plein qui sont partis malades et virémiques, je les connaissais. Il n'y a jamais eu de cas décrit à Hawaï. Comme quoi c'est totalement imprévisible l'émergence de ce type de pathologie. Grosso modo, je pense que le virus Zika continue à circuler dans le Pacifique, puisqu'il y a des épidémies en cours actuellement. Il y en a à Fidji, il y en a au Samoa américain, mais dans la plupart de ces pays, il n'y a pas les structures de laboratoire, donc ils ne peuvent pas faire le diagnostic. Souvent, ils déclarent uniquement des épidémies de fièvre rash, sans savoir du tout ce que c'est. Donc ça, c'est le premier papier un peu intéressant qu'on avait fait sur les Zika, qui comparait l'évolution du Zika et du chikungunya. Donc ça, en gros, c'est la carte du Zika et du chikungunya avant 2005, où ces deux pathologies étaient limitées uniquement à l'Afrique et à l'Asie. Le chikungunya qui a émergé en premier, c'est parti du Kenya par là, puis ça a émergé dans les îles de l'océan Indien en 2005. Il y a eu des cas en Europe à partir de 2007. Le chikungunya qui a émergé dans le Pacifique en 2011 au Myanmar, c'est vraiment surprenant. Il a circulé pour la première fois en Calédonie, mais ils ont eu très peu de cas. Ils ont déclaré 20-30 cas. L'année suivante, pareil. L'année suivante encore. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas explosé en Calédonie, mais depuis 2011, c'était un peu endémique dans la région. Et le chikungunya qui a émergé en 2013 aux États-Unis. Donc la publication initiale s'arrêtait là, je me rappelle, je l'avais fait relire à Pierre-Édouard pour lui demander si ça tenait la route. Et j'étais ici, et je l'ai fini dans l'avion en rentrant en Polynésie, en rentrant à Tahiti, en arrivant, j'ai fait un dernier check d'internet et je vois qu'il y avait les premiers cas de Zika qui justement émergeaient au Brésil. Donc le titre de la publication initial, c'était est-ce que ça va émerger aux États-Unis, et finalement, bon, ça s'est transformé parce qu'entre-temps, ça avait vraiment émergé aux États-Unis. Donc le Zika a suivi la même chose. Il a émergé une première fois en 2007, mais surtout à partir de 2013 et à partir de 2015 aux États-Unis. Là, par contre. Voilà, ça c'est une carte qui date de cette semaine, début de semaine. Ça c'est la circulation des arbovirus dans le Pacifique. Vous voyez maintenant, en gros, il y a de tout qui circule n'importe où. Il y a à peu près 3 des 4 sérotypes de dengue qui circulent dans le Pacifique. Il y a du chikungunya un peu partout. Il y a du Zika un peu partout. Maintenant, c'est très difficile d'y comprendre quelque chose. Donc le Zika, lui, il a émergé aux États-Unis en 2015. Donc c'est à partir de là que les médias et que les gens ont commencé à s'y intéresser, excepté vous-même, puisqu'à l'époque, vous m'avez demandé de faire un truc pour votre revue CNI. Mais sinon, peu de gens s'y intéressaient. Donc au début, ils ont décrit une épidémie, un exanthématique disease, c'est pareil, une épidémie de fièvre rash sans trop savoir ce que c'était. C'est encore plus compliqué au Brésil que chez nous, parce qu'ils ont plus de pathologies qui circulent. Ils ont les mêmes arbovirus que chez nous, il y a de la dengue, il y a du chikungunya. La différence, c'est qu'au Brésil, il y a aussi de la fièvre jaune, Europunchinella, Syngoencéphalitis, Maïrovirus. Ils ont du palu, donc très difficile pour eux, n'ayant pas en plus de structure de labo, de diagnostiquer une pathologie émergente. L'émergence a été extrêmement rapide aux États-Unis. En décembre, ils estimaient entre 400 000 et 1,5 million de cas, sans trop savoir combien.
Et si on prend une carte en avril, un jour en avril 2016, c'est-à-dire le mois dernier, il y a 35 pays et territoires des Amériques, incluant les Antilles, qui ont été infectés. Alors, grosso modo, ça suit la même évolution que le chikungunya aux États-Unis 2 ans avant. Ça c'est la carte actuelle, en gros du Zika aux Amériques. Il y en a partout aux Amériques et au niveau des Caraïbes. Les deux challenges qu'il y a dans le diagnostic des infections à Zika, c'est le problème du diagnostic clinique et du diagnostic de laboratoire. J'insiste sur ce tableau là qu'on voit dans un certain nombre de publications. C'est un tableau qui fait la différence clinique entre la dengue, le chikungunya et les Zika. C'est un tableau qui a été écrit il y a assez longtemps, qui a pas mal été repris dans d'autres publications, qui a dû être écrit par des gens qui n'ont jamais vu de cas de dengue, de chikungunya et Zika, parce que clairement, le chikungunya, quand on en a vu un certain nombre, on fait marcher les gens, on arrive à reconnaître. Quand on voit par exemple fièvre 4 fois dans un, 3 fois dans l'autre, 3 fois dans l'autre, clairement, il ne faut pas se fier à ça. Si vous n'avez jamais vu de cas, et même si vous en avez vu, il faut faire du diagnostic de labo, parce que faire la différence clinique entre les trois, sachant que la plupart du temps, il y a les trois qui co-circulent dans les mêmes régions, très clairement, c'est pas possible. Donc, le signe d'alerte, en fait, c'est des patients qui ont quelque chose qui ressemble à de la dengue, qui ressemble à du chikungunya. Quand on fait des analyses de biomolle en phase aiguë, c'est négatif. C'est ça vraiment qui permet d'alerter sur du Zika. Donc, présentation clinique totalement aspécifique. Pour faire le diagnostic, on peut le diagnostiquer par culture cellulaire, bon, c'est compliqué, hein, c'est uniquement pour faire de la recherche. Le diagnostic, il repose vraiment sur la biologie moléculaire, sachant que, là, il y a un autre papier qu'on va soumettre cette semaine là-dessus, la valeur prédictive d'une PCR dengue ou chikungunya à la phase aiguë est élevée, parce que les patients, ils ont des début francs des signes cliniques, donc ils consultent rapidement. Le problème du Zika, c'est que comme il n'y a pas de début franc des signes cliniques, manifestement, les gens ils consultent de façon plus tardive, quand ils ont le rash, des choses comme ça. À ce moment-là, la virémie est déjà très basse. Et nous, on a dû tester à peu près 800 patients qui avaient un tableau qui ressemblait à du Zika. Il y en a peut-être 25 ou 30% uniquement qui sont positifs. L'interprétation que j'en fais, c'est qu'en fait, on les a prélevés après la phase virémique, quand ils présentaient un rash. Je pense que le rash dans le Zika, c'est comme dans la dengue, le rash n'est pas immédiat, le rash est plutôt tardif. Dans la dengue, il arrive vers J4, J5, à partir du moment où la virémie commence déjà à décroître. En d'autres termes, une PCR négative Zika en phase aiguë n'est absolument pas... la valeur prédictive négative est très très faible pour le diagnostic de Zika. Le problème après de la détection des anticorps, c'est très aléatoire, c'est pas spécifique parce que ça croise principalement avec la dengue. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les zones d'endémie des Zika sont aussi toutes endémiques pour la dengue, à ma connaissance. Donc très difficile de faire du diagnostic sérologique. Nous par exemple, on l'a pas mis en place. On a essayé de le faire pour voir ce que ça donnait. Honnêtement, c'est pas du tout pour aller à la clinique. Il y a plein de gens qui avaient une infection Zika diagnostiquée par biologie moléculaire, qui n'ont jamais fait d'anticorps, d'autres qui ont fait des anticorps à un taux élevé, d'autres qui en ont fait à un taux faible. Donc, dans beaucoup de recommandations, on dit de faire de la sérologie. Pour quelqu'un qui habite ici, qui part en zone d'endémie et qui revient, qui a donc une flavivirose primaire, qui n'a jamais eu d'autres infections par des flavivirus, ça peut valoir le coup. En zone d'endémie extrêmement compliqué à interpréter. Donc en gros, grosso modo, le virus par biomolle est détecté dans le sang entre 5 et 7 jours après le début de la phase clinique. Alors, de façon surprenante, on a mis en place un diagnostic salivaire par un simple écouvillon salivaire. Et on s'est rendu compte que le diagnostic biologique dans la salive détectait à peu près 30% de patients en plus qu'au niveau de la virémie. Alors ça aussi, c'est pas partie d'une réflexion
très scientifique, c'est que j'avais le nouveau-né d'une de mes techniciennes qui était malade, on n'a pas réussi à le piquer en voie périphérique, il y avait des écouvillons, on a mis des écouvillons un peu partout, et curieusement, dans l'écouvillon buccal et nasal, c'est ressorti positif. Donc après, j'ai dit à l'infirmière, les 10 prochains patients, on va leur faire un écouvillon aussi, ils étaient aussi tous positifs. À partir de là, on a testé 200 patients. Et donc la valeur prédictive de la salive est largement supérieure à celle du sang. À l'époque, on n'avait pas eu le temps de tester l'urine. Le CDC a fait une étude en Amérique latine, je ne sais plus dans quel pays, où il montre que l'urine aussi, la valeur prédictive de l'urine est supérieure à celle du sang, y compris en phase aiguë. Ce qui confirme que la virémie dans le sang en fait, est très très basse quand les patients développent des signes cliniques. Voilà, donc j'y reviens, le diagnostic par ELISA. Maintenant, il y a un kit qui est accrédité par la FDA aux États-Unis pour faire de la sérologie IgM. Et il recommande de faire des tests de séroneutralisation pour tous les cas qui sortent positifs ou difficiles à interpréter. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont essayé de faire de la séroneutralisation pour les virus. C'est très très compliqué. C'est pas possible de faire ça en routine. Ça marche en recherche, c'est bien. En routine, c'est pas possible. Donc, des fois, là, on voit des recommandations du CDC qui dit, par exemple, qu'il faut tester toutes les femmes enceintes, y compris en zone d'endémie. Et si le diagnostic sérologique est douteux, il faut faire de la séroneutralisation. Ben, qui va le faire? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, donc la sérologie, faire attention. D'autre part, pour faire des tests de neutralisation, il faut faire des tests de séroneutralisation contre les autres arbovirus qui circulent, en particulier la dengue et la fièvre jaune, c'est-à-dire qu'il faut un laboratoire P3. J'avais vu dans le Lancet, presque au pic de l'épidémie, la capacité totale du Brésil en routine, c'était de faire 100 PCR par semaine, pour la totalité du pays. Quoi. Donc après, quand on voit des recommandations pour dire qu'il faut faire de la séroneutralisation sur toutes les sérologies douteuses, bon, c'est douteux. Trois choses importantes qui ont été assez peu reprises, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a un papier qui est sorti où ils ont diagnostiqué par Biomol du Zika chez 3 enfants à Haïti en décembre 2014, ce qui veut dire que c'est peut-être pas forcément parti que du Brésil, on ne sait pas exactement d'où c'est parti, mais il se peut que c'est parti un peu plus tôt au Brésil. Je ne l'ai pas dit, par contre on sait à peu près d'où ça a été introduit au Brésil. Manifestement ça a été introduit à partir de la Polynésie française, puisque la souche est circulée au Brésil à plus de 99% d'homologie avec la souche qui a circulé chez nous. Un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une épidémie ici, là, au Cap-Vert, qui est près du Sénégal. Donc je rappelle que le Zika, au départ, c'était une souche lignée africaine. Ce qui a émergé dans le Pacifique et en Asie, c'est la souche lignée asiatique. C'est cette souche lignée asiatique qui est partie au Brésil de l'autre côté. Et manifestement, il y a pas mal de touristes du Brésil, ils m'ont dit qu'ils vont en vacances au Cap-Vert. Et à partir du Brésil, c'est reparti en Afrique. Donc ça fait le tour du monde, mais en pratique, c'est pas la même souche. Et ce qui est surprenant, enfin, pas surprenant, c'est qu'en même temps que cette épidémie, il n'y a pas très longtemps, ils ont rapporté 3 cas de microcéphalie, justement au Cap-Vert, ce qui tente à prouver que les complications sont liées donc, vraiment à la souche lignée asiatique, qui est la souche émergente, et non pas à la souche africaine, qui est endémique depuis plus de 60 ans dans ce pays, et pour laquelle on n'a pas décrit de complications. Quelque chose aussi qui n'a pas été trop repris, et qui justement prouve que la circulation est totalement sous-estimée, c'est qu'il y a eu des cas, ils venaient de quel pays? De Finlande, voilà, de touristes finlandais qui sont revenus des Maldives, ils sont revenus malades, on a fait du diagnostic en Finlande, et ils se sont rendus compte que c'était du Zika, alors que le Zika n'avait jamais été décrit aux Maldives. Donc manifestement, les touristes essaient un peu le Zika un peu partout où ils vont, et ça veut dire que le Zika circulait aux Maldives dans cette région, il n'avait jamais été diagnostiqué. Bon, les facteurs qui peuvent sous-estimer ou surestimer la circulation du Zika, les facteurs qui peuvent le sous-estimer, c'est que souvent ça peut être rapporté pour de la dengue. Ça a été la même chose pour le chikungunya. Le chikungunya a été décrit en Tanzanie, je crois en 52, quelque chose comme ça. En fait, les études ont montré qu'il y a d'anciennes épidémies de dengue qui étaient très vraisemblablement du chikungunya, donc en fait ça ressemblait.
C'est sous-estimé parce qu'il n'y a pas les capacités de laboratoire pour faire du diagnostic. La plupart des laboratoires en zone d'endémie, à supposer qu'il y ait des laboratoires, s'ils font quelque chose, c'est de la sérologie. Souvent, ils ont uniquement accès à des tests, des savonnettes, des tests rapides pour faire des IgM. Donc, ils vont rapporter des cas de dengue, parce qu'en fait, ça va croiser avec la dengue. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans le Pacifique, la plupart des pays rapportent des épidémies de fièvre H, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure aussi, les capacités diagnostiques de pays comme le Brésil extrêmement limitées, ce qui veut dire que le nombre de cas rapportés, en pratique, on n'en a strictement aucune idée, parce que très très peu ont été confirmés. Globalement, la circulation du chikungunya est quand même vraisemblablement sous-estimée. Et je pense que dans plein d'endroits, on continue à rapporter de la dengue ou du chikungunya, alors qu'en fait, c'est du Zika. Le potentiel d'émergence de ce virus, donc il ne faut pas oublier que si on a décrit de la transmission non vectorielle, la transmission du Zika, c'est quand même la transmission vectorielle par le moustique. Pour se développer le virus, enfin le Zika et les autres arbovirus, il leur faut un réservoir. C'est un vertébré dans lequel le virus se multiplie, donc ça peut être un animal, ça peut être l'homme, et un vecteur qui est dans la plupart des cas de moustiques, exceptionnellement des tiques, qui lui va transmettre le virus entre les vertébrés. Bon, là on ne voit pas trop, mais, donc on a isolé des anticorps anti-Zika dans un certain nombre d'espèces animales. Par contre, le virus lui-même n'a été isolé que chez les primates, c'est-à-dire chez l'homme et chez le singe. Donc il y a peut-être d'autres réservoirs animaux, peut-être, mais pour l'instant, ils sont pas identifiés parce que c'est uniquement des traces sérologiques. Le virus Zika, de même, a été identifié dans des quantités d'espèces de moustiques, que ce soit en Afrique, dans le Pacifique ou en Asie. Ce qu'il faut savoir, que c'est pas parce qu'on isole le Zika de moustique que le moustique est forcément compétent pour transmettre le virus. Parce que le virus, il est métabolisé au niveau du moustique. Donc il suffit que le moustique il pique quelqu'un qui soit infecté, on va trouver du Zika dedans. C'est pas pour ça que le virus va pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc à ma connaissance, à ce jour, il y a 4 moustiques dont on a démontré que c'était des vecteurs compétents pour transmettre le Zika. C'est Aedes africanus qui est un moustique qui a une aire de distribution qui est très localisée en Afrique. Il y a Aedes encili qui était manifestement le vecteur du virus Zika à l'épidémie de Yam. C'est un moustique qui est limité aux îles de Micronésie, qu'on trouve uniquement dans 3-4 îles. Il peut transmettre le Zika. Ça prouve aussi que le Zika peut se transmettre dans des îles où les principaux vecteurs, c'est-à-dire l'Aedes aegypti et l'Albopictus, ne sont pas présents ou sont minoritaires. Donc ça prouve la grande adaptation de ce virus à des nouveaux moustiques. Des tests de compétences ont montré que Aedes aegypti, qu'on trouve dans toutes les régions tropicales et intertropicales, est un vecteur, Aedes albopictus aussi. Faire attention qu'à l'intérieur de chaque espèce de moustique, il y a des souches qui peuvent très bien transmettre le virus et d'autres non. On a identifié des souches d'Aedes aegypti et d'Albopictus qui transmettent très mal le virus. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au Zika, mais qui a au début été décrit principalement pour la dengue et qu'on retrouve dans le Zika. C'est la grande adaptation du virus à des nouveaux réservoirs et à des nouveaux vecteurs. Donc le nouveau réservoir en Afrique, le virus, il a été décrit dans un cycle qui tournait entre le singe et des moustiques africains. Et de ce cycle entre le singe et des moustiques africains, maintenant, il y a la même chose pour la dengue. On tombe dans un cycle urbain, périurbain, entre l'homme qui est réservoir et d'autres moustiques auxquels le virus est adapté. Au début, ça a été décrit, c'est le singe. Il n'y a pas de singe dans le Pacifique, mais il n'y a pas de singe en Polynésie, il n'y a pas de singe en Calédonie. Les épidémies sont parties, les moustiques qu'on a ne sont pas les mêmes. Donc c'est des virus comme la dengue qui s'adaptent très facilement à d'autres vertébrés ou à d'autres moustiques. C'est la même chose avec des photos. Voilà, le potentiel d'émergence du Zika, la carte du haut, c'est la répartition. C'est la répartition globale
des deux moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus. Donc ça, en gros, c'est la zone d'émergence potentielle du virus Zika. Vous voyez dessous la carte du Zika, c'est quand même à peu près similaire. Donc là, c'est la zone où il y a de l'Aedes aegypti, l'Aedes albopictus. Trois remarques. À gauche, là c'est fait, bon, c'est comme le chikungunya, c'est l'émergence du virus Zika aux États-Unis, et dans les Caraïbes, bon, là maintenant il y en a partout, ça se superpose à peu près à la zone de distribution des vecteurs potentiels. Là j'ai mis ouais, on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'en fait, ça c'est la zone de distribution des vecteurs potentiels en Afrique, et le virus Zika, lui, n'a vraiment jamais émergé en Afrique. A priori, à mon avis, c'est vraiment une question de souche, c'est que la souche africaine n'est pas virulente par rapport à la souche asiatique, la souche de la lignée asiatique, qui a vraisemblablement muté, mais pour l'instant, on n'a pas bien d'évidence de mutation qui serait responsable, qui serait reliée à une virulence particulière, comme ça a pu être fait par exemple pour le West Nile ou pour le chikungunya. Là j'ai mis ouais, parce qu'à mon avis, le nouveau challenge, il est ici, et principalement dans les îles de l'océan Indien, parce que je vois mal comment ces îles-là pourraient échapper au Zika. D'ailleurs, je connais des gens qui travaillent à La Réunion, qui travaillent à Mayotte, et qui, dès que le Zika a émergé en Polynésie, nous ont demandé de les aider à mettre en place le diagnostic, et ils sont prêts depuis 2-3 ans à faire face à ça. Donc franchement, là, la zone d'émergence, elle est là. Alors pourquoi ça émerge pas franchement dans cette région-là? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a une explication possible, c'est que les études de séroprévalence qui ont été faites par là, il y a quand même 20 ou 30 ans, montraient quand même des anticorps anti-Zika. Alors peut-être qu'il y a une immunité de base de la population contre ce virus qui fait qu'il n'émerge pas. Honnêtement, je ne sais pas. 2 milliards d'individus, c'est les gens qui vivent en zone endémique de vecteurs du potentiel du Zika, de la dengue et du chikungunya aussi. L'exemple d'émergence qui peut être extrêmement rapide, ça c'est l'émergence du virus West Nile aux États-Unis. En 4 ans, ça a totalement envahi le pays. Si mes souvenirs sont bons, le West Nile est arrivé aux États-Unis, importation au départ d'Israël. La souche a muté quand elle est arrivée aux États-Unis, la souche mutante a propagé extrêmement rapidement, donc ça peut aller très très vite. De façon concomitante à l'émergence, il y a le problème des cas importés qui font justement l'émergence de cette pathologie. Maintenant, il y a des cas importés absolument de partout, dans tous les continents, donc tous les pays qui ont des moustiques potentiellement vecteurs sont à risque d'épidémie. Pour l'Europe et pour la France, à mon avis, le risque n'est pas supérieur à celui de la dengue ou du chikungunya. Ça m'étonnerait qu'il y ait une densité de vecteurs suffisante ici pour donner des épidémies importantes. Maintenant, il y a par exemple en France des cas autochtones de dengue ou de chikungunya. Il y a eu des petites épidémies de chikungunya ou de West Nile, principalement en Italie. Donc, il peut y avoir la même chose en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait assez de vecteurs pour avoir plus de cas. Par contre, la transmission autochtone du Zika, il faut quand même s'y attendre de avoir des cas isolés. Voilà, la détection des cas importés, c'est un challenge clinique. Donc si vous voyez, pour les cliniciens qui sont là, si vous voyez des cas suspects qui viennent des zones endémies, testez pour dengue, Zika et chikungunya, diagnostic clinique compliqué. Voilà, l'autre risque chez les cas importés, c'est aussi, on va soumettre un papier bientôt là, on s'est rendu compte que la virémie était plus importante chez les asymptomatiques que chez les symptomatiques. C'est-à-dire que ça confirme justement que quand on prélève les gens en phase symptomatique, la virémie est déjà en train de décroître, mais il y a des virémies à plus de 6 log par ml chez les patients qui sont totalement asymptomatiques, qui eux par contre peuvent propager la maladie très facilement. Bon, c'était pas la peine de rentrer par le détail. Il y a plein de recommandations américaines au
niveau du CDC qui se sont totalement désintéressés du virus, sauf quand il a commencé à se rapprocher du Brésil et de remonter vers les territoires américains. Donc ils font des recommandations franchement alarmistes. Là, ils ont testé des cohortes de femmes enceintes qui étaient passées en zone d'endémie. En fait, le risque est quand même très très faible d'attraper une infection par le virus Zika. Le problème des complications, les complications du Zika, donc les complications chez l'adulte, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ces complications de Guillain-Barré, là c'est la carte où on voit une augmentation d'incidence du Guillain-Barré qui se superpose à la carte du Zika, donc en Amérique latine et dans les Caraïbes. Donc ça a été décrit maintenant dans un certain nombre de pays. C'est quand même en Polynésie que l'incidence du Zika, l'augmentation d'incidence du Zika était la plus importante. Voilà. Sinon, détecté dans 13 pays actuellement. Donc chez nous, l'incidence a été multipliée à peu près par 20. Au Brésil, 19%, au Salvador, 5%, au Suriname, 2,5 fois. Quelques cas ont été décrits. Et donc le lien entre le Zika et le Guillain-Barré a été démontré donc, cette année. Ça peut être un énorme problème dans les pays en voie de développement et beaucoup de pays pauvres, parce qu'en pratique, la mortalité du Zika, c'est quand même à peu près 5% minimum. Et dans la plupart des pays où ils peuvent avoir des cas de Guillain-Barré, il n'y aura pas les structures pour les prendre en charge. Il n'y aura pas de lit de réa. Il faut des stocks d'immunoglobuline, il faut pouvoir faire des échanges plasmatiques, des plasmas qui sont très compliqués à faire et qui coûtent très cher. Alors après, il y a eu le problème des complications neurologiques chez les nouveau-nés qui étaient totalement inattendues, parce que si les complications neurologiques du Zika chez l'adulte ont été décrites dans d'autres arboviroses, chez l'enfant, jamais, ça n'a jamais été décrit. Donc ils ont commencé à décrire au Brésil des complications, des microcéphalies. Au début, beaucoup de gens ont dit ça n'a aucun rapport, c'est juste une coïncidence. Ce qui est clair, c'est que le nombre de microcéphalies liées au Zika, on ne la connaît pas, parce qu'il y a eu énormément de biais pour rapporter les cas au Brésil. Par exemple, ils ont changé la définition de microcéphalie en cours d'épidémie, ils ont changé la définition du périmètre crânien pour décrire le nombre de cas. Au début de l'épidémie, ce n'était pas déclaration obligatoire, ça est devenu en milieu d'épidémie. Donc on ne sait pas combien de cas de microcéphalie sont liés au Zika. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on a isolé du virus vivant, de l'ARN, on le voit par microscopie électronique, dans des encéphales nouveau-nés qui ont été autopsiés, dans du placenta. La preuve formelle du lien entre les deux est établie. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'incidence, le nombre de cas de microcéphalie par rapport au nombre de grossesses infectées. Là, pareil, les microcéphalies ont été décrites en premier au Brésil, puis c'est décrit maintenant dans 8 pays différents, et la Polynésie à titre rétrospectif. Au Brésil, il rapporte une incidence en microcéphalie dans quasiment tous les États. Voilà, en fait, c'est dû à une anomalie du croissance. C'est le cerveau qui ne croît pas, c'est pour ça que la boîte crânienne est plus petite. Et maintenant, il y a plusieurs études fondamentales qui ont été publiées dans des grosses revues, dans Nature, Science, Lancet, qui montrent le tropisme du virus Zika chez des précurseurs de cellules neuronales. Donc là, maintenant, le lien est établi sur des études qui deviennent des études fondamentales. Il y a au moins 4-5 papiers qui sont sortis là-dessus. Voilà, donc de gros problèmes au Brésil pour l'évaluation de nombre de cas de microcéphalie. Passons. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les microcéphalies ne sont pas liées qu'au Guillain-Barré. Les principales causes sont des causes d'autres causes infectieuses, surtout les germes du groupe torche, toxo, herpès, syphilis, rubéole. Il y a des ordres génétiques qui donnent des microcéphalies. Il y a des consommations abusives de drogue, d'alcool, des intoxications aux produits chimiques. À un moment, les médias s'étaient excités sur les insecticides de Monsanto en disant que c'était eux qui étaient la cause de microcéphalie au Brésil. Après, ils nous ont dit, mais en Polynésie, ben, nous,
on n'est pas très fort en insecticides, mais au moins celui-là on n'a pas. Donc a priori c'était pas lié à ça, donc il y a eu beaucoup de désinformation. Bon, c'est toujours pareil. Et le problème c'est que dans beaucoup de cas rapportés maintenant au Brésil, ils testent que le Zika, mais ils ne testent pas les autres étiologies microcéphaliques. Ce qui veut dire c'est très très difficile d'estimer. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'incidence de microcéphalie a été décrite dans 6 pays, au moins maintenant, où il y a une épidémie de Zika. Donc voilà, on a détecté le virus maintenant dans l'encéphale. Il y a des études de cas témoins qui commencent à montrer aussi qu'il y a, comme pour le Guillain-Barré, qu'il y a vraiment un lien entre les infections à Zika et les microcéphalies. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des microcéphalies. Pour l'instant, on a très très peu de recul. Ceux qui ont le plus de recul sur les infections maternelles-fétales, c'est la Polynésie, mais nous, on a eu très peu de cas. Par contre, maintenant, on commence à mettre en évidence des atteintes oculaires, des atteintes neurologiques, des atteintes ophtalmologiques, pardon. Et donc, on ne connaît pas l'incidence du Zika à moyen, à long terme. Par exemple, pour la toxoplasmose, on peut décrire des complications oculaires qui sont très tardives. Pour les Zika, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on n'a pas ce recul. Les enfants les plus vieux, pour l'instant, ils ont 1 an. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner, ce que ça ne va pas donner à terme. Donc actuellement, il y a des cohortes qui se montent pour suivre donc, tous ces gamins qui sont nés en période d'épidémie, qui peuvent être nés strictement normaux et développer des défauts neurologiques par la suite. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Voilà. L'incidence de la microcéphalie chez les femmes infectées, on ne la connaît pas du tout. Là, on ne la connaît pas beaucoup pour l'instant. C'est comme la toxo, la rougeole, une femme peut être infectée, avoir un fœtus infecté avec une PCR positive en placenta, c'est pas pour ça qu'il y aura une anomalie. Donc pour l'instant, on ne connaît absolument pas ce pourcentage. En gros, il est estimé entre 1 et 2% sur la Polynésie, sur le Brésil. En gros, ce qui est quand même une incidence énorme de malformation à la naissance. Voilà, donc j'en parlais tout à l'heure, les autres complications neurologiques, ophtalmologiques, auditives, hydrocéphalie, il y a des mortalités néonatales bien sûr. Et voilà, le gros problème c'est le suivi à moyen terme et à long terme de ces enfants. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc on a décrit les premiers risques de transfusion, de transmission du Zika par voie sexuelle, par voie transfusionnelle. Donc récemment, il y a l'OMS et la FDA qui ont émis des recommandations justement pour mettre en place le dépistage du Zika par biologie moléculaire. Mettre en place mettre les poches qui ont été prélevées en quarantaine. Ils ont aussi émis des recommandations pour, comment on dit en français, pour ne pas prélever des donneurs de sang qui sont en zone d'endémie. Donc c'est facile à dire quand on n'est pas en zone d'endémie, mais quand on est en zone d'endémie, on est bien obligé de prélever les gens qui sont potentiellement infectés. Donc c'est pas franchement applicable. De tester tous les donneurs de sang, c'est compliqué aussi, il faut avoir la goutte du rôle, c'est pas simple. De mettre en place l'inactivation des agents pathogènes dans les poches de sang, c'est un procédé qui coûte très cher, qui marche, mais qui coûte très cher. La transmission sexuelle qu'on avait envisagée en Polynésie a été démontrée par la suite. Ça reste anecdotique à l'échelle du nombre de cas de Zika. Par contre, dans des zones qui sont endémiques pour les virus, ça peut devenir un mode de propagation. Donc pour l'instant, ça a été décrit uniquement par transmission de homme à homme ou de homme à femme, et non pas de femme à homme. On ne sait pas trop pourquoi. On a isolé le virus Zika dans le sperme du virus vivant par culture cellulaire, mais la durée du portage du virus dans le sperme, pour l'instant, on ne la connaît pas. Ça a été décrit jusqu'à peu près 62 jours. Là, on travaille avec des prélèvements qui viennent de Porto Rico, là où justement on suit des cohortes de donneurs de sang, des pistes asymptomatiques qu'on va essayer de suivre, prélever tout ce qu'on peut pour voir à peu près quelle est la durée de portage du virus. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout combien de temps le sperme peut être positif. Et les cas importés, ils ont été décrits dans un certain nombre de pays. Donc, quel est l'impact de la transmission sexuelle sur l'épidémie? Pour l'instant, on ne sait pas.
pas, la durée de la spermémie, on ne sait pas non plus. Et est-ce que le virus est présent dans le tractus génital féminin? Pour l'instant, je n'ai pas vu d'études. Donc ça, grossièrement, c'est la phylogénie du virus qui a été décrite la première fois par là en 1942, avec deux lignées qui ont émergé, une lignée africaine qui a diffusé par là, une lignée asiatique qui aurait diffusé dans la Malaisie, en Micronésie, et après ça a continué à faire le tour du monde. Donc la lignée asiatique est partie par là, qui est allée dans le Pacifique, qui a fait le tour, qui s'est retrouvé ici, qui est allé au Brésil, et finalement qui est revenu en Afrique. Pourquoi ça émerge, pourquoi il y a des complications? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc l'explication la plus vraisemblable serait une mutation du virus, ce qui a été décrit pour le chikungunya, ce qui a été décrit pour le virus West Nile. Pourquoi il y a des complications sévères, on ne sait pas du tout. Vraisemblablement, c'est aussi lié à une modification du virus, mais pour l'instant, il n'y a aucune étude scientifique qui le prouve. Quelques données communes à la dengue, au chikungunya et au West Nile. Ce sont des arbovirus, maladies transmises par des arthropodes, qui sont classés soit dans les flavivirus, comme le Zika, la dengue ou le West Nile, ou des togavirus pour le chikungunya. La répartition géographique, le chikungunya, maintenant, il y en a dans tous les continents habités. Le Zika, il y en a beaucoup d'endroits, sauf en Europe pour l'instant, mais bon, il peut y avoir potentiellement des cas. Le West Nile, de façon surprenante, n'a jamais été décrit dans le Pacifique, alors qu'on a des vecteurs potentiels. Le West Nile n'est pas transmis par les ALS, mais plutôt par les culex. Mais on a aussi des culex dans le Pacifique, et la dengue qui est présente dans toutes les régions tropicales, intertropicales. Je parlais tout à l'heure des virus qui ont été décrits à l'époque, ce qui prouve aussi que l'émergence des virus est totalement imprévisible. L'équipe qui a décrit le Zika a aussi décrit le West Nile en 1937, a aussi décrit d'autres virus comme le Guamba fever, Siamiki flores virus, Mengo virus, qui sont des virus totalement inconnus. Alors pourquoi le Zika a émergé, pourquoi le West Nile a émergé, pourquoi pas les 5 autres, qui sont des virus très très proches? Peut-être que l'année prochaine on entendra parler du Mengo, de l'Ongama virus, j'en sais rien, totalement imprévisible. Donc le chikungunya, je l'ai dit tout à l'heure, a été décrit en 1952, mais en fait c'était une ancienne pathologie connue sous le nom de Kidenga Pego, des épidémies qui avaient été décrites en Inde, je crois. Et la dengue est une pathologie beaucoup plus ancienne, à peu près 2 siècles et demi. Si on compare ces virus, la présentation clinique, ça donne à part la dengue qui donne des dengues hémorragiques et des formes hémorragiques chez l'enfant, sinon c'est la forme clinique classique et donne des symptômes cliniques assez peu importants, sauf pour le chikungunya, où le chikungunya en phase aiguë, on voit vraiment des gens qui sont pliés en deux, qui n'arrivent pas à marcher, qui n'arrivent pas à bouger, c'est extrêmement invalidant. Le nombre de formes symptomatiques, la plupart des formes de Zika, de West Nile et de dengue sont asymptomatiques, à la différence du chikungunya, où la plupart des patients sont symptomatiques. On voit bien que la description des formes cliniques est liée à l'émergence, parce que les premières complications de Zika ont été décrites 70 ans après la découverte du virus. Pour le chikungunya, ça a pris 53 ans, et pour le West Nile, ça a pris 52 ans. Donc, il faut être patient. Avec le temps, ça commence à arriver. Et c'est principalement à chaque fois des complications neurologiques. Avec la spécificité du Zika, c'est des complications neurologiques chez le fœtus. Ils sont tous transmis par voie vectorielle. La spécificité, c'est la transmission materno-fétale pour le Zika. Ça a été décrit pour le chikungunya à titre anecdotique, mais c'est le vrai problème du Zika. Et les gros problèmes d'encéphalite post-transfusionnelle qui ont été décrites aux États-Unis avec le West Nile. Toujours pour les similarités, ça c'est la carte de la répartition de la SGT Pictus dans le monde, ce que j'ai montré tout à l'heure. Et en dessous, vous voyez les cartes du Zika, de la dengue et du chikungunya. Vous voyez qu'en gros, ça se superpose totalement.
Qu'est-ce que j'avais voulu dire là? Ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était pour commenter les recommandations qui sortent, en particulier les recommandations qui ont été édictées pour la prévention du Zika et des formes de microcéphalie. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé, qui habitent au Brésil, en disant vous faites des super recommandations pour tester les femmes enceintes, la contraception pour tout le monde, le dépistage de tout le monde, faire de la sérologie pour tout le monde, la biosynthèse si c'est positif. Et les gens qui ont commencé à dire, attendez, dans notre pays, il y a à peu près 60% des grossesses qui ne sont pas voulues, c'est-à-dire c'est soit de l'inceste, soit on ne sait pas trop, la contraception qui n'est pas accessible, l'avortement qui est totalement interdit dans la plupart de ces pays. Donc après, aller proposer une amniosynthèse qui va être faite dans des conditions douteuses, voilà, et on ne connaît pas du tout la valeur prédictive de l'isolement du Zika dans un liquide amniotique. Et après, pour dire au final, de toute façon, on ne peut pas vous avorter parce que dans votre pays c'est interdit. Donc il y a quand même un énorme décalage entre certaines recommandations et ce qui se passe sur le terrain. Bon, je vais passer. Je voudrais dire un mot sur le côté imprévisible de l'émergence des arbovirus. Ça, c'est un exemple en Polynésie. Nous, quand on a eu le Zika, on s'attendait à avoir une épidémie de chikungunya, parce que depuis 2 ans, le chikungunya circulait en Calédonie, qu'il y a des vols directs Calédonie-Polynésie toutes les semaines, et on n'a jamais eu le chikungunya. On l'a eu après le Zika. Et le chikungunya qu'on a eu en Polynésie venait en fait de Guyane française. C'est pour souligner le fait qu'on ne peut absolument pas prédire ce qui va se passer. On avait un vol direct avec la Calédonie, en 4 ans il ne s'est rien passé, c'est arrivé de l'autre bout du monde. Pareil pour la dengue 3, la dengue 3 qui était endémique dans le Pacifique en 2013 a été importée en Polynésie depuis Guyane française, alors qu'elle était à nos portes. Donc c'est très difficile de prédire l'émergence de ces pathologies. C'est très difficile aussi de savoir qu'est-ce que va donner un agent pathogène dans 2 pays différents. La souche qui circule en Nouvelle-Calédonie est exactement la souche de Polynésie. En Polynésie, on a eu un taux d'attaque de plus de 11% des patients. En Calédonie, avec la même souche, ça a été moins de 1% d'atteinte due au virus Zika. Alors que la population est la même, le climat est à peu près le même, les moustiques sont à peu près le même, donc c'est très très difficile. On voit plein de papiers maintenant qui prédisent, des papiers qui prédisent, ça revient sur ce dont parlait Philippe, qui prédisent qu'est-ce que va donner le virus quand il émerge quelque part. Pour l'instant, franchement, c'est totalement imprévisible. Un autre exemple de prévision qui est compliqué, j'ai repris la carte de distribution actuelle de la dengue, du Zika et du chikungunya. En dessous en jaune, vous avez la fièvre jaune qui est transmise principalement par Aedes aegypti. Il n'y a jamais eu de fièvre jaune décrite en Asie ou dans le Pacifique. Alors pourquoi? On ne sait strictement rien. C'est évident que les introductions ont lieu. Et pourquoi ce virus, qui a toutes les conditions pour émerger dans le sud-est asiatique et dans le Pacifique, n'a pas émergé chez nous? On n'en sait rien. Alors ça, je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça marche. Non, c'est une vidéo qui explique que... Ben ouais, mais... Je ne sais pas que c'est la souris. Désolé. Très bien. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est dommage parce qu'il est bien. La vie était parfaite, prévisible. C'est vrai. Bon, elle ne marche pas. Ben, tant pis, on vous en passerait. Merci. Il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que des algues, aussi oui. Tahiti, oui. Et qu'il y a vraiment un cycle de algues, moi je le trouve partout, c'est la douleur à la motricité oculaire. Quand on fait juger les yeux. Je suis tout à fait d'accord. C'est extrêmement spécifique. Ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, voilà, il y a ce signe-là qui est extrêmement spécifique, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas tourner les yeux, on peut pas tourner les yeux, on peut tourner la tête. Voilà. Et en plus, on sait pourquoi, c'est parce que c'est pour une virus dans les muscles auriculaires. Dans le chikungunya, quand même, la cardite et la tarsite, oui, ça, spécifique. Voilà. Si on appuie vraiment sur la cardite. Je me suis peut-être mal exprimé.
c'est très difficile de reconnaître cliniquement un Zika. Une dengue, si on a l'habitude, on peut. Un chikungunya aussi. Chikungunya, on fait marcher les gens, on leur serre la main, ils hurlent. On y arrive, pas besoin de vol. Le Zika est plus compliqué. L'autre chose, c'est ce qu'on t'a envoyé c'est que le prochain candidat avec ALS et des bactéries et des trucs, c'est le Kézaphélis. Et je pense que vraiment, il faut que tu regardes très vite. Parce que ça ne se retrouvera pas non plus. C'est des fièvres qui sont isolées, il n'y a pas d'éruption. En Afrique, c'est la première cause associée à la fièvre, parce que là aussi, il y a des bactéries chez les apéritifs, associées à la fièvre appelée le pavliki. Vraiment dans les zones où on arrive. Et pas que nous. Il y en a dans le sud-est asiatique, puisqu'il y en a au Cambodge, et donc en Thaïlande et au Laos. Tu as bien vu quand on regarde les îles Salomon, ça a tourné les trucs, enfin, il y a beaucoup. Et donc, et là-bas, il y a des anopheles là-bas, non? Salomon, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Parce qu'on l'a trouvé dans les anophèles et dans les ALS. Mais on a montré, Philippe a montré que c'était transmissible vraiment par les anophèles, dans un modèle expérimental. Mais on l'a retrouvé, nous, dans des ALS du Gabon. C'est vrai que les études de séroprévalence chez l'humain, il n'y avait rien. Par contre, je peux envoyer des moustiques. On n'a pas testé de... Mais la séroprévalence, c'est foireux. Parce que nous, quand on l'a étudié, il y a un truc qui a été très compliqué avec Oleg, je sais pas si c'est Oleg. Très compliqué, c'est quand on a fait des études de séroprévalence, au départ on a eu une difficulté à comprendre, on a fait des études de séroprévalence sur le Kézaphélis, à Dielbo on n'a rien trouvé. Et après on a trouvé le nombre de positifs en PCA extrêmement élevé. Donc c'est pas si simple que ça. Je peux envoyer les moustiques. Hein? Je peux envoyer les moustiques. Les moustiques, et puis je pense que dans ta cohorte genre fébrile, si tu veux, ça vaut le coup, tu vois, au moment où tu as les suspicions de Zika, à mon sens, ça vaut le coup de tout se tester, on peut te filer avec PCR. L'étude de Salomon, c'est dommage que c'est mal tourné, mais vraiment c'était impressionnant. Il s'est Capilé à retravailler avec toi après? Non, après ça a foiré sur d'autres trucs, c'est vraiment dommage. C'est dingue alors. Oui. Voilà. Quel jour? Et tant qu'il est là, le jour où il part, je vais essayer de recontacter les Salomon pour voir si on peut faire la carte des Salomon, quand c'est pareil, mais tant qu'il est là, c'est dommage. Mais en tout cas, ça vaut le coup de voir les moustiques. Il faut voir si c'est lui qui fait aussi les moustiques, alors ça vaut, il y a des gens qui font les moustiques. Le problème, c'est les pays où ils n'ont rien, quoi. Donc ils sont vraiment dépendants de l'OMS, donc ils ne font rien sans demander à l'OMS. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont quelque chose à demander, ils se retournent vers eux, et l'OMS les tient comme ça. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de structure. C'est un mot américain, il y a l'argent, ça vient un peu des États-Unis, mais ça va du coup. Bon, c'est ça. En tout cas, ça vaut le coup de regarder dans les moustiques, y compris vous auriez des moustiques comme ça. Bon, voilà, ça va aller. Ok, il y a des questions pour... Par rapport à la transmission maternelle, c'est quoi les applications pour qui seraient infectés ou les vraiment suivis pour ces patients-là, pour les transmettre aux enfants? Pour l'instant, on ne sait pas l'isolement du virus vivant dans le lait, il n'y a aucun cas décrit. Pour l'instant, c'est quand même assez anecdotique. C'est vrai que dans le doute, je pense qu'il vaut mieux quand même éviter. Et il n'y a aucun signe, justement, en cherchant des signes spécifiques, il n'y a aucun signe de l'appareil respiratoire supérieur en dehors de la conjonctivite. Tu as fait des prélèvements des colombiennes, non, c'est trop tard. Si c'est conjonctivite, tu as fait, on trouve du virus. On en trouve partout. Et maintenant, il y a un modèle qui est en cours chez le macaque, qui n'est pas publié parce qu'il est en cours. Ils en ont trouvé. Je pense que partout. Il n'y a pas de signe clinique de ORL. Oui, ORL. Il y a des gens qui ont eu des actes. Tout ce qu'on a dit. Ouais. Tout ce qu'on a dit. Mais ils ne bougent pas, ils n'ont pas. Non, ça a été rarement. Il y a vraiment. Voilà, donc c'est vrai que le signe typique de la dengue, c'est le recours, on voit pas ça ailleurs. Les arthralgies du chikungunya, ça, on voit des gens, ils n'arrivent plus à bouger les doigts, c'est une horreur. C'est une horreur, avec vraiment gros œdème des mains et des pieds. Il y a aussi ça un peu dans le handicap. Il n'y a aucun signe clinique. La conjonctivite, voilà, qui est rare dans la dengue du chikungunya, qu'on ne voit pas trop.
un cas isolé. On a eu quelques demandes de recherche de Zika où on est tombé sur la leptospirose. D'ailleurs, on a publié 3 cas, on a eu 2 morts comme ça, parce qu'en fait, le diagnostic de leptospirose, si vous voyez des cas importants aussi, pensez à la leptospirose. On a eu 2 cas justement de personnes qui sont décédées parce qu'ils ont consulté pour ils ont ressorti avec du Doliprane, et en fait, ils avaient la leptospirose. Parce qu'il y a eu tellement de communication sur le Zika et les gens ne pensaient qu'à ça, donc c'était Zika ou rien, c'est-à-dire en gros, c'était Doliprane ou rien. Et dedans, il y avait des cas de leptospirose. Donc voilà, le problème c'est ça. Il y a eu aussi surmortalité pour la leptospirose décrite dans l'épidémie de dengue, c'est un classique aussi, c'est écrit dans plein d'endroits.